Bahreïn, Qatar, Émirats Arabes Unis, Koweït, Jordanie, Arabie Saoudite, Irak, Israël. En moins de 48 heures, des missiles et des drones iraniens ont frappé les bases militaires américaines, les aéroports, les ports et les quartiers résidentiels à travers tout le Moyen-Orient. 3 soldats américains tués, 9 Israéliens morts dans une synagogue effondrée, le détroit d'Ormuz fermé, l'aéroport de Dubaï paralysé, et maintenant le Liban qui s'embrase. Ce que vous êtes sur le point de voir, c'est la carte complète de ce que l'Iran a déclenché. Comment ? Où ? Dans quel ordre ? Avec quelles conséquences réelles ? Parce que la riposte iranienne n'est pas une série de missiles au hasard. C'est une opération militaire structurée, avec une doctrine, une séquence et des objectifs précis. Elle s'appelle Promesse Honnête 4. Voici comment elle s'est déroulée. Avant de dérouler la carte des frappes, une question s'impose. Pourquoi frapper Bahreïn, les Émirats, le Qatar, la Jordanie et l'Irak en même temps ? À première vue, ça ressemble à de la dispersion. Un tir dans toutes les directions. En réalité, c'est le contraire. Le communiqué officiel des gardiens de la révolution iranien est explicite. L'opération considère comme cible légitime tous les sites d'où ont été menées les opérations américaines et sionistes. En clair, si vous hébergez une base qui a servi à frapper l'Iran, vous devenez une cible. Al-Udeid au Qatar, c'est de là que partent les drones de surveillance et les missions de commandement américaines. Al-Dafra aux Émirats, F-35, ravitailleurs, drone Reaper. Ali Al-Salem au Koweït. Prince Sultan en Arabie Saoudite, Mouafak Salti en Jordanie, le quartier général de la 5e flotte à Bahreïn, les bases en Irak. Ce ne sont pas des cibles choisies au hasard sur une carte, ce sont les nœuds logistiques exacts de l'opération qui vient de frapper l'Iran. La carte iranienne est une carte d'infrastructure militaire américaine dans la région. Maintenant, attardons-nous sur quelque chose que presque personne n'a expliqué clairement dans les médias. Comment l'Iran a-t-il réussi à faire passer des missiles à travers les systèmes de défense les plus avancés au monde ? Parce que les Émirats Arabes Unis ont publié leurs chiffres officiels et ils sont vertigineux. Sur 541 drones iraniens détectés, les défenses en ont intercepté 506. Sur 165 missiles balistiques lancés, 152 ont été détruits. Un taux d'interception impressionnant sur le papier. Mais c'est exactement là que la stratégie iranienne révèle sa logique froide. L'Iran commence par envoyer ses drones les moins chers, les Shahed, qui coûtent quelques dizaines de milliers de dollars l'unité, des centaines à la fois. Leur mission n'est pas de détruire des cibles, c'est de forcer les batteries patriotes à tirer. Or, chaque intercepteur patriote coûte entre 3 et 6 millions de dollars. Chaque batterie a un stock limité. Chaque tir défensif est un pas de plus vers l'épuisement logistique. Le résultat concret, un patriote américain rate sa cible au-dessus de la base d'Al-Udeid au Qatar. Des soldats américains filment eux-mêmes la scène. La vidéo fait le tour du monde. Et pendant que les défenses brûlent leurs intercepteurs sur des leurres, des missiles de précision passent. Un message d'un conseiller militaire iranien, diffusé après les premières frappes, résume la doctrine avec une sobriété qui fait froid dans le dos. Ce n'est que la première phase. Les missiles les plus puissants n'ont pas encore été tirés. Ce n'est pas de la propagande. L'armée israélienne elle-même estime qu'il reste à l'Iran environ 2500 missiles balistiques en stock. Chiffre confirmé par Tsahal dans un communiqué officiel. Ce que nous venons de voir, c'est le niveau d'entrée. Déroulons maintenant la carte. Bahreïn, le quartier général de la 5e flotte de la marine américaine à Manama, le cœur de la puissance navale US dans le Golfe, est directement visé. Des explosions sont visibles depuis le centre de la capitale. L'armée bahreïnie annonce avoir intercepté 45 missiles et 9 drones iraniens. 4 personnes hospitalisées. Un drone s'écrase sur l'hôtel Crown Plaza de Manama, un établissement fréquenté par des officiers américains, forçant l'évacuation d'urgence. L'aéroport international touché, dégâts matériels confirmés. Qatar, Al-Udeid Air Base, la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient, le cerveau logistique de toutes les opérations américaines dans la région. Le Qatar annonce officiellement 44 missiles et 8 drones iraniens, 16 personnes blessées. Un missile passe les défenses. Des soldats américains filment eux-mêmes le patriote qui manque sa cible. Cette vidéo change la perception de l'invulnérabilité américaine dans la région. L'émir du Qatar appelle personnellement Trump pour lui demander de contenir une dangereuse escalade. Notez ce détail. Même le pays hôte de la plus grande base américaine du Moyen-Orient presse Washington de freiner. Émirats Arabes Unis.
C'est ici que la riposte prend une dimension que personne n'attendait vraiment. L'Iran ne frappe pas que des bases militaires, il frappe la vitrine. Des drones Shahed atteignent Dubaï. Une vidéo qui circule massivement montre un drone se faufiler entre des tours résidentielles du centre-ville avant de percuter un bâtiment. La base Al-Dafra, qui abrite des F-35 et des drones Reaper, est ciblée. La base navale française Camp de la Paix à Abu Dhabi est touchée par un projectile confirmé par le ministère français de la Défense. Un hangar avec des pièces d'aviation détruit, aucune victime française. L'aéroport d'Abu Dhabi et le port de Jebel Ali sont visés. Bilan humain officiel confirmé par les autorités émiraties. 3 morts, un ressortissant pakistanais, un népalais, un bangladais, 58 blessés. Les Émirats ferment leurs bourses 2 jours. Ils rappellent leur ambassadeur de Téhéran et ferment leur ambassade. Dubaï, symbole de la stabilité du Golfe, hub mondial de l'aviation et de la finance, sous les frappes iraniennes. Ce seul fait change quelque chose dans la tête des investisseurs du monde entier. Koweït. Le ministère de la Défense koweïtien annonce avoir eu à traiter 97 missiles balistiques et 283 drones. La base Ali al-Salem, qui abrite des contingents américains et italiens, directement visés. 3 militaires blessés sur la base, un mort civil, 32 blessés. L'aéroport international frappé, espace aérien fermé immédiatement. Jordanie. La base de Mouwafaq Salti, qui venait de recevoir des dizaines d'avions américains redéployés pour l'opération contre l'Iran, est ciblée. L'Allemagne, dont des soldats sont stationnés sur cette base, confirme qu'elle a été touchée. 2 missiles balistiques interceptés au-dessus du territoire jordanien, mais des débris causent des dégâts matériels dans la région d'Amman, Arabie Saoudite. La base Prince Sultan à proximité de Riyad est ciblée. Des explosions entendues dans la capitale. L'Arabie Saoudite affirme avoir tout repoussé sans victimes confirmées pour l'instant. Mais Riyad convoque une réunion d'urgence du Conseil de coopération du Golfe. Le Royaume, qui jouait encore un rôle d'équilibriste entre Washington et Téhéran, vient de prendre position publiquement. Irak et Syrie. L'aéroport d'Erbil et le consulat américain en Irak visés. Des milices pro-iraniennes frappent la base américaine à Bagdad. En Syrie, un bâtiment industriel à Soueïda touché, 4 morts rapportés par l'agence officielle syrienne Sana, Oman. Le port de Duqm, Oman avait joué le rôle de médiateur dans les négociations nucléaires et avait été épargné dans un premier temps, est finalement frappé par 2 drones le 1er mars. Un travailleur blessé. Message politique clair, même les médiateurs ne sont plus protégés. Mais c'est en Israël que la riposte iranienne produit ses images les plus marquantes et ses bilans les plus lourds. Tel Aviv, samedi soir. Un premier missile traverse les défenses et frappe un immeuble résidentiel. Une femme tuée, 27 blessés, 40 bâtiments endommagés dans le périmètre. Haïfa touché, un immeuble de 9 étages frappé dans le nord du pays. Puis vient Beit Shemesh, dimanche après-midi. Un missile balistique iranien contourne les défenses israéliennes. Le système Arrow n'avait pas été déployé sur cette trajectoire, un détail confirmé par l'armée israélienne elle-même à la presse, et frappe directement un quartier résidentiel. Il détruit une synagogue et l'abri anti-bombe public qui se trouve en dessous. L'abri, celui où les gens s'étaient réfugiés pour être en sécurité. Le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, confirme 9 morts, 28 blessés, dont 2 dans un état grave. 11 personnes portées disparues sous les décombres. Parmi les victimes identifiées, une mère et sa fille. 2 des enfants de la fille ont été retrouvés vivants dans les décombres. 50 personnes prises en charge dans les hôpitaux de Jérusalem, dont plusieurs enfants. Un garçon de 4 ans admis en état modéré à Sha'ar HaZedek. Les sirènes n'avaient pas retenti à Beit Shemesh. Un paramédic du MDA témoigne à la presse « En arrivant, j'ai vu des dégâts structurels massifs, de la fumée dans l'air, des dizaines de blessés terrifiés sortant des bâtiments effondrés. » C'est le bilan le plus lourd d'une frappe en Israël depuis le début de ce conflit, confirmé par le MDA, Al Jazeera, Reuters et le Times of Israel. Un autre missile tombe à moins d'1 kilomètre du mont du Temple et de la mosquée Al-Aqsa. Netanyahou est évacué d'urgence. Le gouvernement décrète l'état d'urgence national. Tous les hôpitaux transfèrent leurs services dans des installations souterraines. 100 000 réservistes mobilisés. Total côté israélien en 48 heures, 10 morts, près de 500 blessés. Mais la frappe iranienne la plus stratégique n'est pas dans les missiles. Elle est dans 55 km d'eau, le détroit d'Ormuz.
21% du pétrole mondial, 30% du GNL mondial. Et depuis le déclenchement de la riposte, les gardiens de la révolution iranienne ont annoncé sa fermeture. Pas comme une menace, comme un fait accompli. 150 navires bloqués instantanément selon Wikipédia, des pétroliers commerciaux immobilisés, le pétrolier Skylight signalé en train de couler par la télévision d'État iranienne après avoir été frappé dans le détroit. Un autre navire, le MKD Veyom, endommagé. La marine américaine confirme avoir coulé une corvette iranienne de classe Jamaran. Les gardiens de la révolution iranienne affirment par ailleurs avoir touché le porte-avions USS Abraham Lincoln avec 4 missiles. Affirmation formellement démentie par le Pentagone. La vérité de cet épisode précis n'est pas encore établie. Ce qui est établi en revanche, c'est que plusieurs bases navales américaines ont été frappées et que le Pentagone lui-même reconnaît des dommages significatifs sans en détailler l'étendue. Ce que le détroit fermé produit immédiatement. Le prix du pétrole monte. Les assureurs maritimes suspendent leur couverture sur la zone. Les chaînes d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié pour l'Europe, dont 10% des importations viennent du Qatar via ce passage, commencent à vaciller. Ce passage ne peut pas être réparé par une frappe aérienne. C'est l'arme silencieuse la plus puissante de l'arsenal iranien. Et elle vient d'être activée. Et voilà l'impact que vous avez peut-être ressenti directement, même en étant loin du Moyen-Orient. L'aéroport de Dubaï, le plus fréquenté au monde pour les vols internationaux, paralysé. Des milliers de passagers bloqués. 8 espaces aériens fermés simultanément. Depuis le début de la crise, environ 1700 vols annulés selon Cirium, une firme spécialisée dans les données d'aviation, soit plus de 20% du trafic aérien vers la région. Air France annule ses liaisons vers Beyrouth, Dubaï, Riyad et Tel Aviv. Le porte-avions français Charles de Gaulle interrompt son déploiement en mer Baltique et reçoit l'ordre de rejoindre la Méditerranée orientale en urgence. Le monde entier repositionne ses pièces. Et même DP World, l'opérateur du port de Jebel Ali à Dubaï, le plus grand port militaire américain de la région, annonce le 2 mars la reprise partielle de ses opérations, montrant à quelle vitesse les situations concrètes sur le terrain bougent d'heure en heure. Le 2 mars 2026, la carte s'élargit encore. Le Hezbollah, pour la première fois depuis le cessez-le-feu de novembre 2024, tire des roquettes et des drones vers le nord d'Israël. La réponse israélienne est immédiate. Tsahal annonce frapper des cibles du Hezbollah à travers le Liban, y compris la banlieue sud de Beyrouth. Des frappes à grande échelle contre des cibles iraniennes à Téhéran sont simultanément annoncées par l'armée israélienne. Les habitants du sud du Liban fuient massivement. Des véhicules avec des matelas attachés sur le toit. Les routes vers Saïda engorgées. Le Premier ministre libanais juge ces tirs irresponsables. Le président libanais estime qu'ils nuisent aux efforts de Beyrouth pour éviter d'être entraîné dans le conflit. Le Liban, qui avait réussi à tenir en dehors du piège, est en train d'y tomber. Le front s'étend désormais de l'Iran jusqu'au Liban, en passant par la Syrie, l'Irak, le Golfe et la mer d'Oman. Parce que la riposte iranienne n'est pas que militaire, elle est aussi politique. Et sur ce terrain-là, Téhéran a peut-être produit sa surprise la plus inattendue. Le pari américain était simple, décapiter le régime, provoquer l'effondrement et que la pression populaire fasse le reste. Trump lui-même avait dit aux Iraniens que leur heure de liberté était arrivée. Ça ne s'est pas passé comme ça. En moins de 24 heures, l'article 111 de la Constitution iranienne est activé. Un conseil provisoire prend le commandement. Les gardiens de la révolution émettent un communiqué. La main vengeresse de la nation iranienne ne les lâchera pas avant d'avoir infligé un châtiment sévère. L'armée tient, le judiciaire tient, le clergé tient. 40 jours de deuil national décrétés, des millions de personnes dans les rues de Téhéran, Ispahan, Machhad. Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, prend la parole avec un cadrage politique précis. Il affirme qu'Israël veut partitionner l'Iran. Ce message ne s'adresse pas qu'aux fidèles du régime. Il parle aux nationalistes, aux laïcs, à tous ceux qui peuvent détester le gouvernement mais refusent de voir leur pays démembré. Et à l'ONU, l'ambassadeur iranien dénonce devant le Conseil de sécurité un crime de guerre. La Russie et la Chine bloquent toute résolution américaine. L'Iran n'a pas implosé, il a tenu. Et chaque missile tiré est maintenant aussi un message politique. Vous avez touché le sommet, mais vous n'avez pas détruit la structure. Faisons le bilan de ce que cette riposte a réellement démontré. Militairement, l'Iran a prouvé des choses que ses adversaires contestaient depuis des années.
Il peut frapper simultanément sur plusieurs pays. Il peut saturer des systèmes de défense avancés avec des leurres bon marché pour faire passer des missiles de précision. Il peut toucher le quartier général de la 5e flotte américaine. Il peut atteindre une base française et il peut perturber le trafic maritime dans le passage le plus stratégique de la planète. Économiquement, les effets sont déjà mondiaux. Pétrole en hausse, GNL en tension, aviation civile désorganisée, assurance maritime suspendue, bourse régionale fermée. Politiquement, les monarchies du Golfe, qui se croyaient protégées par leur alliance américaine, viennent de découvrir qu'elles sont des cibles directes dès qu'elles hébergent des bases. Et l'Iran a montré, contre toute attente, qu'un État peut absorber la mort de son chef suprême sans s'effondrer. 3 soldats américains morts, 10 Israéliens morts, des victimes civiles à Dubaï, au Koweït, en Syrie, une synagogue et son abri détruit à Beit Shemesh, le détroit d'Ormuz fermé, l'aéroport de Dubaï paralysé, le Liban en train d'entrer dans la spirale. Et de l'autre côté, 2500 missiles balistiques iraniens, toujours en stock selon l'estimation israélienne elle-même. Et un conseiller des gardiens qui a dit clairement « c'était la première phase ». La seule question qui reste, celle que personne à Washington, Tel Aviv ou Manama ne peut encore répondre, c'est celle-ci. Quand l'adversaire reste debout après le coup censé l'abattre et dit « ce n'était que le début », qu'est-ce que vous faites ensuite ?